va parler de Breaking AI, donc c'est un terme anglais. On va parler d'intelligence artificielle, hein, parce qu'apparemment c'est la mode, et on va parler notamment de développement et de Gen AI et des challenges liés à la Gen AI. Donc moi je travaille chez Snyk, on fait de l'AppSec, et je suis, alors mon titre est très très long. Tout ça pour dire, je travaille en après-vente. Voilà, j'ai des clients français et d'autres pays aussi, et j'essaye de les rendre, enfin, d'avoir du succès dans l'utilisation de Snyk. Et Fred? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Frédéric Spears. Je suis Tech Lead DevOps chez Gentle IT. Et donc, comme l'a dit Tim, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Alors, j'imagine que ça vous a pas échappé, hein, mais les sujets d'AI, de Gen AI et de tout ce qui est LLM comme ChatGPT, c'est plutôt monnaie courante en ce moment. Donc, à juste titre, hein, je pense, parce que c'est des outils qui ont tendance à rentrer de plus en plus dans notre quotidien. J'avoue que même moi, je commence à utiliser de plus en plus, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Et donc, la promesse de ce genre d'outil, c'est un peu de révolutionner notre façon de travailler, que ce soit dans le monde de la tech ou dans d'autres secteurs d'activité, hein, d'ailleurs. Dans le développement, par exemple, on peut espérer optimiser nos workflows, aller un peu plus vite dans nos cycles de développement. On va dire de manière générale, booster notre productivité. Et donc, excusez-moi, je bloque un peu. De manière générale, booster notre productivité, mais il y a toujours un compromis, on va dire, dans l'adoption de certaines technos. Et je pense que l'IA ne fait pas exception, hein. C'est un sujet qui est largement controversé. Donc, dans le cadre de l'IA, Tu veux passer à la suite? Ouais, je vais passer à la suite. Non, je vais passer sur cette slide-là. Quelques. Je suis désolé, j'arrive pas du tout. Donc, dans le cadre de l'IA, j'ai quelques métriques intéressantes à vous donner. Donc, là, vous avez un graphe qui représente un peu le taux d'adoption des différentes technos de ces dernières années, avec un seuil assez critique qui représente grosso modo l'impact des technos. Donc là, l'idée, c'est de regarder en combien de temps les technos mettent pour atteindre 100 millions d'utilisateurs réguliers. Donc là, vous avez par exemple Uber, Spotify ou encore Instagram, qui ont mis déjà plusieurs années à atteindre ce niveau d'utilisateurs. Et dans le cadre de ChatGPT, on a atteint ce niveau de manière très très rapide. Donc c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Donc ça montre non seulement l'engouement qu'il y a pour ce type de techno, mais aussi le besoin latent qu'il y avait pour ce type d'outils. Donc tu peux passer, je pense. On va explorer un petit peu les différents use cases. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de mon cas particulier. Donc, que ce soit au niveau des équipes de dev que j'accompagne ou on va dire chez les ops. Voilà, j'ai listé des use cases un peu classiques. Donc on a l'ajout de commentaires, par exemple, quelque chose que personne n'aime faire, je pense, y compris moi. Mais là, avec l'IA, je pense qu'on peut faire ça très rapidement et de manière assez simple. On a l'explication de code, que ce soit pour les juniors ou les gens expérimentés. Donc pour les juniors, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop utilisé aujourd'hui, mais très souvent, on va utiliser ChatGPT pour avoir de l'explication de code. Et pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, ça peut être reprendre en gros le travail de quelqu'un d'autre. Là, on peut le faire vraiment de façon efficace. La rédaction de README, donc là encore, tu vas dire de la doc de manière générale. Je pense que c'est assez peu fait en entreprise, y compris pour ma part. En fait, c'est pas forcément le truc que je préfère faire. Là, avec l'IA, c'est quand même assez simple. Bon, je vais pas tout énumérer, mais il y a un truc que j'utilise assez souvent, c'est la programmation en binôme. Donc, on va dire que j'utilise l'IA pour travailler comme avec un pair, au final. Je lui pose des questions, je lui soumets des idées, des hypothèses, et j'essaye d'itérer en fait sur ce que j'ai envie de produire. Donc ça, c'est un cas assez classique. Et le step au-dessus, c'est d'avoir carrément l'IA qui est intégrée dans votre IDE, donc typiquement Copilot. Là, l'IA a conscience, a connaissance de votre environnement, de votre écosystème, donc elle peut directement interagir avec ce que vous avez dans votre IDE.
Donc je sais pas, Tim, si toi, tu as des use cases un peu plus... Non, très similaire en fait en développement. Ce qui est très intéressant, c'est que d'avoir, et on va le voir juste après, Copilot par exemple, en chat directement dans l'IDE, parce que faire du copier-coller ChatGPT ou d'aller à droite à gauche, c'est pas si pratique. On voit d'ailleurs que c'est vers quoi OpenAI se dirige aussi, c'est encore dans le code, là où par exemple Claude avait pris un peu plus d'avance. Euh, donc, non, enfin, je suis raccord avec ce que tu veux dire. Euh, pour appuyer un petit peu plus sur l'utilisation de ces technos et leur impact aujourd'hui, j'ai encore quelques chiffres ici. Donc on l'a dit, hein, c'est fortement adopté. Et là, j'ai quelques chiffres. Donc les développeurs l'utilisent vraiment très couramment aujourd'hui, à peu près 92%, on va dire. Et il y a vraiment un bénéfice à l'utilisation de ces technos, puisqu'on constate qu'ils sont plus rapides globalement dans leur utilisation, à peu près 57% plus rapides, et aussi plus susceptibles d'accomplir certaines tâches. Donc il y a vraiment un intérêt à utiliser ça. Par contre, ce dont on parle un peu moins, c'est les downsides, on va dire. Il y a quand même 40% du code qui est généré par IA qui contient des vulnérabilités. Et le truc un peu plus pervers, c'est que les gens qui développent avec ça ont tendance à croire qu'ils ne font pas d'erreur et qu'ils n'introduisent pas de vulnérabilité, ce qui est complètement faux. Et donc là, on a vraiment un problème. Donc, écoute, je te laisse prendre la suite. Je vais prendre la suite. Alors dans le monde de la sécurité logicielle, donc dans l'AppSec, finalement, on a envie d'avoir un partenaire fiable. C'est pas forcément le cas. C'est un peu le principe. Si c'est sur Internet, ça doit être vrai. Bon, c'est un peu la même chose pour l'IA. Si elle le dit avec assez d'assurance, ça veut dire ça doit être vrai. Donc, déjà, on va revenir un petit peu en arrière sur l'AppSec d'une manière générale. L'AppSec a beaucoup changé. Alors, bon, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Snyk, hein, mais dès la dernière dizaine d'années, disons, ça a pas mal bougé. Déjà, on introduit le code de manière absolument beaucoup plus fréquente. On a beaucoup des personnes qui travaillent en commun. Voilà, à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait SVN. Maintenant, il y a Git. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de code sur lesquels on collabore. L'IA va aider finalement à avoir cette productivité et de permettre d'avoir cette mise à jour régulière de code. On met du code à jour sur des applications qui sont de plus en plus complexes et finalement la posture de sécurité se complexifie avec elle. Et du coup, sur la dette technique, s'associe la dette de sécurité et les problèmes continuent de croître et de s'accumuler dans la backlog. Donc, ces 3 facteurs façonnent une réalité qui permet, dans laquelle assurer la sécurité des applications quand même exige une vigilance plutôt constante et une compréhension plutôt approfondie de ces dynamiques et de manière qui évoluent de manière très rapide. Alors, c'est pour ça que j'aime bien parler d'imagination artificielle. C'est un peu ChatGPT et autres LLM sont un peu sous acide parfois. On va prendre un exemple. Et ça date d'il y a quelques mois, voire années. Aujourd'hui, si on demande 5 x 9 plus 4 x 3, ça fait combien? On demande explique-moi et donne la réponse. Enfin, donne la réponse et explique-moi pourquoi tu as trouvé ça. 51, d'accord, pourquoi? Parce que 45 plus 12 est égal 51, donc 59, 43 est égal 51. Avec un très bel aplomb. Et si on demande est-ce que tu es sûr? Il dit oui, bien sûr, je n'ai aucun doute sur la réponse que je viens de te donner, ça fait absolument sens. Et si on va un peu plus loin, on dit donc ok, d'accord, donc 45 plus 12, ça fait combien? Il dit bien sûr, ça fait 57. Attends, tu m'as dit que c'était 51. Ah pardon, oui, tu as raison, ça fait 57. Improbable. On a l'impression de parler. J'ai une fille de 10 mois, je pense que j'ai la même conversation avec elle, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On avait fait le test, mais entre-temps, on est passé par différents modèles. Donc si dans un modèle intermédiaire, je crois que c'était sur ChatGPT 4, il donnait toujours une mauvaise réponse, mais il donnait des explications très très détaillées sur cette réponse qui était un peu aléatoire.
En fait, c'est pour ça que je parle de modèle, parce que en fait, d'un mois à un autre, d'une semaine à une autre, on pouvait se voir proposer un modèle qui est très performant dans une discipline et moins performant dans une autre. Donc, par exemple, ça, c'était un article de juillet 2023 qui est ChatGPT savait très bien résoudre des problèmes de maths la plupart du temps, et puis aujourd'hui, pas du tout. Depuis, ça a encore évolué. Donc, c'est très difficile d'avoir cette stabilité, en anglais reliability, pour pouvoir avancer, utiliser l'AI dans le développement. Il y a un autre exemple qui était un peu je dirais le bouc émissaire, enfin l'exemple par excellence pour l'LLM, c'est Strawberry, fraise, fraise, fraise en anglais. On demandait mais combien il y a de R dans Strawberry? Avec beaucoup de confiance, ChatGPT 4o disait il y a 2 R. Pas de problème, ok. Et on peut maintenant changer de modèle entre deux réponses. On dit attention, ChatGPT, non pas 4O, mais 0,1 preview. Combien de R? Il fait attends, je vais réfléchir très très fort. Ok, il y a 3 R. Et il dit d'ailleurs, j'ai réfléchi pendant 10 secondes à cette problématique pour donner cette réponse. Alors pourquoi donc là, ce qu'on voit, c'est que ChatGPT finalement ne possède pas de compréhension vraiment des concepts mathématiques. Il apprend à partir de données textuelles. Et donc, si nous on a une connaissance générale des mathématiques, et eux ils ont une compréhension, enfin les modèles ont une compréhension. Il n'y a pas de nuance. Et parfois, ils génèrent des réponses absolument hallucinatoires. Donc, il ne comprend pas les mathématiques de la même manière qu'un humain. C'est aussi simple que ça. Euh, pour illustrer un peu ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le modèle qui est ici, qui est un modèle GPT, fonctionne de cette manière-là. En bas à gauche, vous avez finalement une base de données géante qui va en fait être la base de données de ce modèle. Et donc, avec ces modèles de données, on va utiliser des probabilités et une réflexion dans ce système pour donner la bonne réponse. Donc, the dog ate his food. The weather today is sunny. Et en fait, c'est toute cette suite de logique qui va permettre, et c'est hyper simplifié, et je ne suis pas expert, va permettre de faire ça. Et en fait, il y a une notion de token. Vous avez déjà entendu parler de token. Si vous utilisez l'API de ChatGPT, il parle de token et le nombre de tokens qui ont été utilisés pour une requête. Ça va en fait, il y a des tokens qui vont être utilisés en entrée et qui vont être utilisés en sortie. Et token, c'est pas un caractère près en fait, c'est une logique. Et enfin, pour faire simple, c'est une logique. Et donc, comme cette logique n'a pas de compréhension parfois d'un contexte et de subtilité, ben, il dit n'importe quoi. Et ça peut arriver. Mais en fait, vous pouvez également utiliser le modèle approprié. Vous connaissez Midjourney, par exemple, qui est pour les images. Vous connaissez peut-être Suno pour la musique. Il y a un autre exemple ici avec un modèle de géométrie, pour rester dans les mathématiques, avec Alpha Géométrie, qui est un modèle de Google, qui a été fait pour résoudre des problèmes de géométrie. Et donc c'est important d'utiliser toujours le modèle adéquat. ChatGPT est connu parce que finalement c'était sur la base de connaissances humaines au sens large et qu'ils étaient capables de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que ils sont forts de leur OpenAI est fort de leur succès et ont dû finalement enrichir leur base de données. On parlait de Stack Overflow juste avant. Ils ont en fait créé un partenariat avec Stack Overflow pour récupérer le maximum d'infos du forum, enfin de l'aspect communautaire de Stack Overflow. Et de la même façon, pour le coup, vraiment forum de Reddit. Et avec un autre exemple ici avec Financial Times qui a fait un partenariat pour récupérer des articles de presse et l'historique des articles de presse pour enrichir cette base de données. C'est quelques exemples. Ok, merci Tim. Du coup, on a vu que avec des questions un peu bateau, on pouvait avoir des réponses complètement déconnantes. Qu'est-ce que ça donne si on
fait la même chose dans le code en fait? Est-ce qu'on va avoir le même genre de réponse et est-ce qu'il y a des différences entre les LLM qui sont sur le marché? Ouais, tout à fait. En fait, la GenAI fait référence à des modèles qui sont capables de générer du code de manière autonome, qui utilisent des techniques telles que des réseaux. Alors, j'ai dû le noter, réseaux antagonistes génératifs, des GAN, ou des modèles de langage pré-entraînés pour produire des résultats qui imitent des données réalistes. L'IA générative, ça peut être appliqué finalement pour automatiser certaines parties de process de développement, comme on a vu juste avant, comme tu en as parlé, avec la rédaction de commentaires, de readme, etc. Mais évidemment, ce qui est très intéressant, c'est créer des portions de code et des prototypes. Et là, ce qu'on va voir, c'est que l'utilisation de tel modèle doit être utilisée de manière prudente. Notamment, je donne un exemple avec un prompt qui est ici, créer une application express, donc c'est du Node.js, qui prend un nom dans les paramètres de la requête et renvoie une page HTML qui montre à l'utilisateur son nom. Alors on voit effectivement un exemple ChatGPT 3.5 ou 4. Ça vous paraît correct pour les développeurs JavaScript dans la salle? Oui? On dit injection. Ouais, j'ai entendu injection là à gauche. Injection, effectivement. En fait, on a une problématique, c'est qu'on a un paramètre qu'on injecte directement ici. Donc là, c'est peut-être pas sécurisé. Donc, ce que je dis à ChatGPT, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas du cross-site scripting quelque part? Et effectivement, ils disent ah ben oui, mais tiens, voici toute ma connaissance sur le cross-site scripting. Super, merci. Et donc va nous proposer notamment une librairie qui s'appelle Escape.html et de l'appliquer sur le code. Ok. Si un peu plus loin, j'essaye un autre modèle, j'essaye Gemini, même prompt, il va me donner le même résultat avec une faille de sécurité. Ils se trompent pas, ils disent attention, toujours vérifier, on peut faire du code, mais on ne sait pas trop. Donc il y a toujours un petit disclaimer chez Gemini. Et si on confronte ce modèle justement à cette même problématique, va proposer une autre solution avec une fonctionnalité une fonction qui va créer de toutes pièces pour échapper les caractères HTML. Si on utilise Claude, on va en faire 5, je vous rassure, pas 10, on a la même problématique, on le confronte, il va nous proposer une autre solution qui va être d'utiliser encore une fois une fonction faite de 0. Et dans son commentaire, va dire tiens, est-ce que vous ne vouliez pas utiliser Sanitize.html, qui est aussi une librairie qui pourrait être très utile et éviter de maintenir votre propre fonction. Perplexity va faire la même chose, va faire par exemple la même suggestion que Sanitize.html, c'était quoi, c'est celle d'avant? Oui, c'est ça. Que Claude, d'utiliser cette librairie pour éviter cette vulnérabilité. Et enfin Mistral, qui est un modèle gratuit, enfin ça dépend quel modèle de Mistral, va avoir la même faille de sécurité et par contre va proposer Express XSS Sanitizer comme suggestion de librairie pour assainir l'input. Donc là, on a quand même utilisé 5 modèles différents de se débarrasser de cette vulnérabilité. Et on a eu 4 recommandations différentes. Donc quelle est la meilleure? On ne sait pas. Donc c'est toujours important d'être critique, d'être un bon développeur qui est au courant finalement des problématiques de sécurité. Parce que si on va aller voir un petit peu plus sur les librairies qui ont été utilisées, ça ce sont des captures d'un de nos sites qui est Advisor, et sur laquelle on va voir un indice de santé, disons, de chacune des librairies. On voit que Sanitize.html, très très bon sur tous les points. DOM Purify, qui a été suggéré juste avant, un peu moins. Escape.html, qui était le premier qu'on a vu, encore moins bien parce qu'on a une communauté qui est un peu limitée, une maintenance qui est pas top, donc plutôt à éviter. Et celle qui avait pour le coup un nom qui faisait vraiment envie, Express CSS Sanitizer, pas du tout bon, avec un gros problème de maintenance. Donc c'est dans le modèle finalement qu'on a sur OpenAI et ChatGPT,
c'est la base de Copilot, qui est aussi un modèle très connu, mais qui a été entraîné d'une manière un petit peu différente. Je ne vais pas aller dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce modèle de OpenAI va non seulement prendre en compte son modèle spécialisé, pas ChatGPT, mais un modèle spécifique qui a été développé par OpenAI et qui est enrichi du contexte de votre application et qui va proposer des suggestions et améliorer ces suggestions par rapport à ce que vous lui donnez. Et si je l'utilise par exemple pour cette même question, je demande à Copilot de créer ça, j'ai créé un commentaire, il va me sortir une version très simple de cette app Express. Il va proposer, et que je le confronte à cette vulnérabilité, il va proposer plus ou moins la même chose que ce que faisait ChatGPT pour le coup, avec la librairie Escape HTML. Donc, comme on disait avec Fred, là, on fait du peer programming. On a une personne plus ou moins fiable, parce qu'on dit, ben, bon, ok, est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est sécurisé? Il est capable de répondre, de modifier le code, et voilà. Ah oui, pardon, j'avais un petit... oui. Alors juste pour information, GitHub, ils appellent ça GitHub Copilot, ça a changé de nom 6 fois, enfin bon bref. Ils disent surtout utiliser un SDLC, surtout sécuriser vos workflows. Il ne faut pas se fier à ce qu'on va vous donner directement. Donc ils se mouillent moins, enfin ils se mouillent autant pas que Gemini, mais ils sont très précis sur ce qu'il y a à faire. Voilà. Ok, donc on a vu en fait que en fonction de la façon dont tu poses tes questions à l'IA, tu n'as pas toujours les mêmes résultats. Et effectivement, le prompt, ça a son importance. Savoir poser la bonne question de la bonne manière, c'est ce qui va faire un bon prompt. C'est un mélange un peu de précision, de créativité et puis de connaissance des limites et des capacités de l'IA au final. Mais c'est que la première partie du travail, parce qu'on l'a vu, en fait, l'IA peut dire des choses complètement déconnantes. Il faut savoir vraiment interpréter le résultat. Donc, c'est important de garder un esprit critique face à ce que nous dit l'IA et d'être capable d'interpréter correctement les réponses. Donc, ça a aussi une importance avec la sécurité, puisqu'on peut faire fuiter des informations sensibles. Et dans notre cas, c'est vraiment problématique. Donc, est-ce que tu aurais des exemples de prompts qui sont problématiques, ou en tout cas de réponses où il faudrait avoir une interprétation un peu... Alors oui, on va explorer ça. C'est effectivement ce qui va changer la donne. Comme on a vu un peu plus, si on demande une application express, il va peut-être introduire des failles de vulnérabilité. On voit que c'est le cas dans 40% des cas. Si on dit mais fais-le de façon sécurisée, ah oui, tout d'un coup ça va changer la chose. Et ça, c'est une astuce très très simple. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gens qui font du prompt engineering qui vont dire s'il te plaît, n'hallucine pas, sois déterminant, réfléchis 2 fois, ça me fait mal si tu donnes une mauvaise réponse. Enfin voilà, il y a différentes petites astuces comme ça. Alors on va rester très simple aujourd'hui. En fait, écrire un bon prompt, c'est savoir poser la bonne question de la bonne manière, voilà, d'une manière générale. Quand une IA comme ChatGPT fournit des informations incorrectes, il manque de conscience. Il ne comprend pas, il n'y a pas d'introspection, c'est basé sur des modèles statistiques et des schémas appris à partir des vastes quantités du training. Donc elle ne sait pas au sens humain. Quand elle produit des réponses incorrectes, ça peut résulter sur des grosses lacunes. Alors on voit par exemple j'utilise pas mal en légal aussi, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a tellement de choses à savoir en légal, c'est impossible. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser ça pareil de façon, pour face value, comme on dit en anglais. Voilà. Et il peut inventer complètement quelque chose. C'était quoi? Le World Record for Crossing the English Channel, entirely on foot. Oui, bien sûr, le record du monde de traversée de marche pour traverser la Manche. Bon, ok. Donc vraiment, on peut imaginer n'importe quoi. Un autre exemple aussi qui a fait mal, c'était l'année dernière. Il y a Samsung les ingénieurs de Samsung qui ont utilisé ChatGPT en l'occurrence pour leur code et qui sont
pas mal planté parce qu'ils sont aperçus que, ben, avec d'autres prompts d'autres utilisateurs, certains comment dire, secrets industriels ont été leakés. Et donc c'est un petit problème. Alors niveau légal, ChatGPT s'est bien sorti parce qu'ils se sont dit non. On peut effectivement utiliser vos données. Par contre, ben, ça a mis en place des nouveaux usages. Et qu'est-ce que j'ai sur ce sujet il semble que Samsung développe sa propre IA destinée à l'usage interne des employés. Donc, évidemment, la fac indique que les conversations peuvent être examinées, donc ils ont été absolument tranquilles. Voilà. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on passe au live coding. L'idée, ce serait de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Copilot et les biais qu'on peut obtenir en essayant de développer ça en live. Alors voilà, sans filet, on va essayer de voir comment ça fonctionne aujourd'hui. Alors, j'ai juste essayé de retrouver. Je suis où? Là, j'ai rien. C'est exactement ce que je voulais. Ok. Alors, j'ai un collègue qui a commencé à préparer une application qui permet d'avoir un planning de toutes les sessions sur une conférence. Voilà. On aurait pu la renommer pour Cloud Nord, c'est pas le cas aujourd'hui, mais vous avez l'idée. Alors, je vais déjà la lancer, je vais voir si elle se lance. Voilà. Ok, donc c'est totalement blanc. J'ai rien du tout. Alors, je crois que la première chose qui m'a été demandé de faire, c'est, je vais descendre, c'est de créer la homepage. Ok. Donc avec un bandeau supérieur, une liste de conférences. Ok, je pense que je peux faire ça. Là, ce que l'on veut voir, c'est comment Copilot peut m'aider. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre un commentaire. Alors, j'utilise des raccourcis parce que je ne vais pas m'amuser à tout taper. Mais je dis, ben, insère un fragment de navigation. Et là, immédiatement, en moins d'une seconde, effectivement, j'ai une suggestion de Copilot. C'est absolument magique. Et après, il fait déjà une suggestion, alors je n'ai rien demandé, mais là je lui ai dit, mets une table avec tous les événements, et il va m'inclure le fragment parce qu'il comprend aussi la structure des fichiers que j'ai. Ok, donc si je relance ici, est-ce que j'ai bien le reste de mon... Est-ce que j'aurais bien le reste? Effectivement, j'ai bien le reste. Donc j'ai une table. Je vois que je suis sur cette table également. Est-ce que c'est assez gros? Oui, c'est assez gros, je vais quand même grossir un petit peu. Je vais préparer quelque chose aussi pour la suite. Une petite surprise. Je vois qu'on peut chercher, je vois qu'il y a un login, register, ok, je pense que tout est là. Bon, pour moi ça a l'air pas mal, ça, Copilot m'a vraiment aidé. Ça, c'est cheap, comme on dit. Ensuite, on va rendre la table des conférences consultables, avec, en fonction des correspondances dans le nom, la description et le nom de l'intervenant. Ok, c'est un peu plus compliqué, mais on va s'en sortir. Hop. Je vais revenir ici. Alors, on a, je crois, en search ici. Ok, donc ça c'est la fonction qui est utilisée pour faire une recherche. On va, je crois que c'était 3. On va commencer par mettre tout en minuscule. On va faire une query. Génial, il me fait toute une query. J'ai rien à faire. Ensuite, je crois qu'il faut exécuter la query, c'est ça? Ok. Et ensuite, on va retourner le résultat. Ok. Bon, mais le compte est bon. Hein. On dirait que tout est là. Ok. Bon, est-ce que ça paraît pas mal? On va tester. Je vais recharger l'application. Est-ce que ça marche? Ce qui est marrant parce qu'on fait des expérimentations, on a déjà un Fred, j'aurais pu m'appeler Jamie, mais voilà, on n'a pas fait la blague.
la prochaine. Alors. Hop. Ok. Si je fais rien du tout, c'est rien du tout. Si je cherche moi, ça marche. Ok. Si je cherche un autre truc qui est dans la description, ça fonctionne aussi. Bon, mais plutôt cool. Plutôt cool. Pour moi, ça a l'air d'être pas mal. Alors, si on voit le code, est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque? Est-ce qu'il n'y aurait pas une faille? Est-ce qu'il n'y aurait pas une injection possible ici? Une injection SQL. Ben, on va faire le test. On va faire le test ensemble. On va, par exemple, au lieu d'avoir tous mes talks, enfin j'ai un talk par jour, pardon, j'ai tous mes talks qui sont en un jour, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les talks, je vais mettre la première heure de la journée, et ensuite je vais aller rentrer à l'hôtel et je vais aller taper un somme. Ça va être très bien. Si je fais ça, hop, je vais faire copier-coller ici. Ah, voilà. Là, tout est mis comme je voulais. Effectivement, j'ai fait une injection SQL, j'ai mis à jour la base de données de conférences. Donc évidemment, ça veut dire que le code n'était pas si sécurisé que ça. Alors, comment je peux éviter ça? Comment je peux éviter ça? C'est... Pardon? Embaucher un développeur. Alors, on peut utiliser aussi un outil. Donc évidemment, moi je travaille chez Snyk, on a un plugin IDE qui va permettre éventuellement de détecter ce genre de problématiques. Et ce qu'on voit normalement ici, c'est effectivement, il a repéré l'injection SQL avec tout le data flow. Donc ça, lui, il a détecté, il regarde dans le home controller, mais ça va effectivement jusqu'au search talk que je éditais juste avant. Ok, donc comment je peux éviter ça? Si je reviens ici et que je veux éditer finalement cette query, si je fais quelque chose comme, je crois que c'est celle-là, j'utilise un autre prompt, là, on va avoir un résultat qui sera un peu différent. Je vais utiliser une fonction native qui va en fait assainir le paramètre et avant de récupérer la liste des talks. Et voilà, tout simplement en changeant le prompt, hein, encore une fois, normalement, ça devrait résoudre mon problème. Si je demande à Snyk à nouveau, est-ce que j'ai encore un problème? Je croise les doigts pour qu'il me dise que non. Il devrait être OK. Oui, c'est ça. Donc j'ai d'autres problèmes. J'ai mis des choses en dur, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais a priori, c'est pas le problème. Donc ce que je vais faire, je vais relancer l'application et on va voir ce qui va me sortir. Hop. Non, pas ça. Si je me cherche, ça, il n'y a pas de souci. Si j'essaie de faire l'injection SQL, il n'y a plus de souci. Je n'ai plus la même faille qu'avant. Donc voilà, donc encore une fois, pour revenir sur ce qu'on disait, c'est que le prompt va être d'autant plus important et de revérifier deux fois, d'embaucher un développeur spécialisé dans la sécurité qui va permettre d'éviter ce genre de problème. Si je reviens sur sur cette feuille de route, ça c'est fait, très bien. Alors après, on peut modifier son profil. Très bien, ok, on va faire un autre essai. Hein. Tout ça, c'est dans le but, hein, c'est rigolo de coder ensemble, mais c'est pour montrer un peu les différentes facettes de la programmation avec la GenAI. J'ai utilisé en fait un autre système qui s'appelle Burp Suite et qui va me permettre d'injecter, je vais vous la mettre, je vais le mettre de votre côté, attendez. Ah, hop. Vous voyez? Vous voyez. Voilà. Donc en fait, Burp Suite va sniffer tout ce qui se passe. C'est très petit pour vous, pour moi aussi, je vous rassure, pour voir ce qui se passe sur la conférence. Alors en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me loguer. Hop. Alors on va pas parler du fait que je sois en HTTP, pas HTTPS, que tout est accessible, tout ça. Et à chaque fois, je me
Gour. Hop, ça va se passer, ça va se passer. Tout va bien. Ça va pas se passer. Ok. Yes. Donc je peux aller dans mon profil et si je modifie, je vais uploader une image par exemple. Pardon, je vais choisir un fichier, ça c'est mieux si je choisis un fichier. Il se passe rien. Ok. Bon, alors évidemment, il faut que j'aille changer ça. Je vais revenir sur mon code. Et sur mon code, ce que je vais faire, j'ai une fonctionnalité d'upload qui est ici et sur laquelle c'est post mapping upload image, m'a dit mon collègue. C'est ici, ok. Donc je vais pouvoir faire ce qu'il faut. Alors, d'après ce que je comprends, il va falloir que je récupère le nom de fichier. Ok, je vais l'adapter pour que ce soit visible partout, que ce soit compatible avec les internets. Je vais récupérer le chemin du fichier. Ensuite, il faut le sauver finalement. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, on est bon. Ensuite, il va falloir que je récupère du modèle la personne. Ok. On va utiliser un nom de fichier. Cette image name. Non, il veut pas. Ah si, voilà, il a mis un peu de temps. Et enfin, on va sauver la personne. Hop. C'est une façon de dire. Je ne sais pas si on va vraiment sauver cette personne. Et on va faire un retour, ça serait pas mal, je pense, avec un message de confirmation. Ça a été bien uploadé. Ok, bon, plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon application et je vais voir si cette fois l'upload fonctionne bien. Donc je vais utiliser Burp Suite pour voir si ce qui est envoyé est effectivement traçable ou pas. Alors là, ça a l'air de marcher. Je vais voir ça. Je vais choisir mon fichier. Je vais choisir ma tête. J'aurais pu mettre celle de Fred, ça aurait été rigolo ça aussi. Profil, et voilà, effectivement, il y a ma tête. Alors, chose intéressante, là j'ai fait mon code. Encore une fois, j'ai pas réfléchi à la façon dont je le fais. Est-ce que vous pensez que c'est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait poser problème? Pardon? Il pense qu'un problème. C'est vrai que vous avez compris le principe maintenant. Donc effectivement, il y a un problème. Ce qu'on va voir, c'est que quand on upload l'image, ce qu'on va pouvoir faire, c'est éventuellement changer le chemin du fichier, ce qu'on appelle un pass transversal. Et ça, alors je vais essayer d'être... ce que je vais faire, je vais être malin. Je vais remplacer en fait le logo du site. Ça pourrait être rigolo. Je vais prendre le chemin et je vais changer. Là, ça c'était le chemin. Et en fait, en changeant le nom du fichier, je vais pouvoir changer le chemin entier. Hop, je fais ça, hop, tac, tac. OK. Et en fait, ce que ça fait, c'est que là, je vais répéter la requête d'upload d'image, sauf que je vais changer le nom de fichier. C'est comme si ça faisait deux fois. Et là, c'est le retour qu'il y a eu. Tac, alerte success. Alerte success, OK. Donc ça a l'air de marcher. Donc si je vais sur mon site et que je vais sur mon profil, j'ai bien ma tête en tant que logo. Donc là, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore une fois fait un mauvais travail ou un bon travail en incluant une faille de sécurité. Évidemment, si à chaque fois que je fais des modifications, je scanne avec un outil d'AppSec comme Snyk ici, j'ai évidemment, enfin la plupart du temps, s'il est bon, j'ai cette faille qui est détectée. Ce que je peux faire, par exemple, pour résoudre ce problème ici, alors ce que je vais faire, je vais supprimer ce fichier là. Hop, et on va récupérer, je vais faire le checkout. Voilà. Je vais remettre le logo, comme ça on part sur des bonnes bases. Ok, on voit que c'est bien. D'ailleurs, maintenant, le logo est devenu mon image de profil. Donc on voit bien qu'on a un peu confus le système, n'est-ce pas?
Donc ce qu'on peut faire, tout simplement pour résoudre cette faille de sécurité, c'est rajouter quelque chose avant le chemin. Et ça, c'est une façon de faire. Mais je dis, mais vérifie qu'il n'y a pas d'attaque de passe traversale. Et en fait, il va normaliser le chemin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner une erreur si jamais, et évidemment pas accepter l'upload si c'est pas le cas. Donc là, si je scanne avec, encore une fois, mon code, est-ce que je vais avoir le même problème ou pas? Non. A priori, ça va. OK, je vais recommencer avec relancer mon application. OK, donc là, j'avais bien enlevé mon truc. Je vais faire l'upload à nouveau. Je vais bien être sur mon profil. Je vais revenir sur Burp Suite. Je vais voir mon dernier upload, qui est bien celui-là. Je vais l'envoyer au répéteur. Je vais faire la même manip que tout à l'heure. Hop. Est-ce que c'est... Ouais, j'avais gardé ça. Ok, cool. Hop. Et je vais essayer de changer le chemin. Et là, ce qu'on va voir, effectivement, j'ai bien une erreur. Donc, ça n'a pas pris l'upload que j'ai essayé de répéter ici. Et si je clique sur profil, effectivement, il n'y a rien qui a changé. Donc, voilà un exemple très simple qui me permet de valider ou d'invalider ce que je fais en utilisant la GenAI. Je vais donner un dernier exemple pour montrer, encore une fois, à quel point c'est utile d'utiliser la GenAI. Puis après, on va passer, avant de passer en fait à la conclusion de tout ça. Je crois qu'on n'a pas le temps en fait, donc je pense que je vais déjà passer à la suite. On fait une dernière. Je pense qu'après, ils ont compris l'exemple, à mon avis, non? En tout cas, le monsieur l'a compris, donc... 5 minutes? Ouais, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous savez ce que je voulais vous montrer, et je vais faire un petit quiz. Tac. Je vais faire... En fait, j'ai déjà normalement, j'ai une page individuelle que je dois créer, évidemment. On peut avoir un autre type de faille que je vais introduire. Ce que je vais faire par la suite, évidemment, fort de toute cette expérience, je vais essayer de développer de manière un peu plus intelligente et de vérifier à 2 fois pour que mon code soit sécurisé. Donc je peux plutôt passer, je vais passer à la suite, à la conclusion finalement de ce qu'on a vu là-dessus. Donc, est-ce que... Non. Je vais récupérer le pointeur. Alors, bonne pratique, d'une manière générale, de ce qu'on a appris aujourd'hui, surtout, c'est l'éducation et la sensibilisation. Donc, ça veut dire avoir des sessions de sécurité, les meilleures pratiques de sécurité, des ateliers interactifs, comme on a fait aujourd'hui, sur la détection des menaces, et avoir des campagnes, finalement, de sensibilisation pour informer les employés sur les risques potentiels. Donc, on vous conseille d'avoir des politiques et des process d'entreprise qui permettront justement d'enforcer cette sécurité et de limiter justement les excès, les challenges de sécurité en utilisant la GenAI. Ça va être aussi ça veut dire accorder une attention particulière sur les règles à suivre pour assurer la sécurité des informations et des systèmes, et de protéger évidemment les données sensibles contre des fuites. Donc l'idée, c'est de traduire des connaissances en actions évidemment tangibles et reproductibles. Donc c'est pour ça que l'interaction est d'autant plus importante. Ne faites pas confiance, vérifiez. Alors ça, c'est en cybersécurité de manière générale. Si vous faites de la cyber, juste n'importe quel outil du monde ne sera pas une référence, ne vous garantira pas qu'il n'y aura pas de faille. Ça va vous aider à réduire le champ des possibles. Mais de toute façon, que vous soyez un développeur en train d'utiliser une AI ou pas, imaginez que
voilà, il faudra toujours vérifier, mais si vous êtes en peer programming avec une AI, imaginez que c'est comme si elle provenait d'un développeur qui est plutôt inexpérimenté. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de tester, de valider tout, du code à la configuration, en passant par les interactions d'utilisateurs, des tests de sécurité, des audits, des validations régulières là-dessus, et d'associer votre utilisation de Copilot dans cet exemple avec IDE avec un AST, avec un outil d'AppSec qui permettra, enfin du SAST finalement, qui va permettre d'avoir la bonne information. Voilà Fred, je te laisse la suite. Bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris des choses. Hein. Et s'il y a des questions, bah, on n'hésitera pas à répondre. Il y a une question, je pense. Moi, j'avais une question, c'était par rapport aux clients que tu suis actuellement. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont pris conscience justement du fait que c'est un outil puissant, mais c'est un outil qui peut être dangereux si mal maîtrisé. Est-ce que c'est quelque chose en termes de sécurité dont ils ont pris conscience? Alors, oui, mais en fait, on est une boîte de cybersécurité. Donc évidemment, quand on nous parle, c'est vrai qu'ils ont plus ou moins conscience de la sécurité. Un de mes clients, c'est Decat. Je pense que certains connaissent. Et c'est une équipe excellente et qui ont mis en place, avant même de signer avec nous, des politiques de sécurité par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc je dirais que oui. Alors, moi, je peux t'ajouter mon expérience. Pour le coup, chez Decathlon ou même dans d'autres boîtes, il n'y a pas toujours un contrôle de ce que les développeurs font. Et tu peux utiliser ChatGPT sans forcément contrôler ce qui est sorti par l'IA. Donc, effectivement, si tu vas voir Snyk, c'est que déjà, tu as une bonne démarche à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que tout le monde contrôle. Et à mon avis, il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui sortent du code sans vérifier ce qu'il y a derrière, quoi. Est-ce qu'ils ont sensibilisé l'employé au même titre qu'à une époque, on nous a rabâché toutes les présentations de sécurité, le mot de passe, ce genre de choses comme ça. Est-ce que c'est rentré maintenant dans les mœurs de dire aussi l'IA, faites attention aussi à la manière dont vous l'utilisez? Moi, je le vois pas trop. Après, vrai. Honnêtement, je le vois pas trop. Ça a tendance à arriver, mais c'est tellement récent comme techno que je pense que c'est encore un peu hors de contrôle. Tu sais, les gens utilisent. Je suis même pas sûr que dans les équipes, on sache tout le temps que les gens utilisent ça. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Mais je pense que ça va se mettre en place au fur et à mesure. Après, je me trompe peut-être. Toi, tu as peut-être une expérience un peu différente, mais moi, mon équipe, c'est plutôt comme ça en tout cas. Disons que ce que je vois, et c'est le cas pour nous chez Snyk, on a évidemment une armée de développeurs, on dit il ne faut pas faire ça, mais il n'y a pas de contrôle, effectivement. Je suis d'accord avec ça. Ah. Dernière chose, l'équipe de CloudNorm m'a demandé d'afficher ce QR code si vous avez un feedback sur cette session ou n'importe quoi sur le salon. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire.